Aujourd'hui, nous accueillons deux jeunes conférenciers, deux jeunes Montpelliérains membres du souvenir napoléonien, qui vont nous parler d'autres Montpelliérains au service de l'empereur. Pierre Agnotti est, comme son nom l'indique, d'origine corse. C'est un fonctionnaire territorial, il est passionné par la France, par l'histoire, surtout celle du Premier Empire, et par la littérature. Bien, bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Dites-moi si l'acoustique est bonne. Dans un premier temps, je vais remercier toute l'équipe du souvenir napoléonien Octave-Célène pour leur invitation. Je vais être un petit peu plus long que mon collègue Julien ce soir. J'ai beaucoup de matière concernant Pierre Daru. Donc Pierre Daru, vous le voyez ici. Donc c'est le portrait le plus célèbre, le seul qu'on ait de lui, qui a été réalisé par Antoine Jean-Gros, qui est un peintre connu de l'époque de l'Empire. Monsieur Daru est né à Montpellier en 1767, en janvier 1767, donc 2 ans avant Napoléon, pour vous situer un petit peu. Il est né dans une famille noble, qui a été anoblie, l'année de la naissance, 2 ans après la naissance plus précisément de Pierre Daru. Et alors, donc, ce Pierre Daru, c'est intéressant de s'intéresser à lui, parce qu'il n'est pas très connu, mais il a été un personnage très important de toute la période, à la fois du consulat, de l'Empire, comme on va le voir, et ça a été vraiment un des hommes les plus proches de Napoléon, et qui a été en plus, qui lui a été fidèle jusqu'au bout, dans les difficultés, mais également dans les périodes de gloire. Donc c'est un homme qui est très intéressant, qui est à la fois un homme de lettres, un écrivain, et puis surtout un administrateur et un très proche de Napoléon. Donc, Monsieur Daru est né à Montpellier, donc je demandais à Gérald de montrer le plan. Donc voilà, donc vous avez ici la rue Daru, qui est située avec le petit curseur rouge. Cette rue Daru, donc elle est située tout près d'ici, dans le centre de Montpellier. Elle est située entre la place Roger Salingro, je m'écarte un petit peu, et le cours Gambetta. Elle est perpendiculaire au cours Gambetta. C'est une toute petite rue. Mais nous avons une rue Daru à Montpellier. Il faut savoir, pour l'anecdote, qu'il en existe une autre dans le 8e arrondissement de Paris. Donc c'est un personnage, vous voyez, qui est reconnu, et qui n'a pas fait toute sa vie, qui n'a pas passé toute sa vie à Montpellier, bien sûr. Il a été au contact de l'empereur un peu partout en Europe, on va le voir. Donc, dans un premier temps, il est né à Montpellier. Pourquoi? Parce que son père, Noël Daru, s'y est installé. Il vient d'une famille, Pierre Daru, qui est originaire initialement du Vaucluse, de la région de Valréastre, de Carpentras, et qui s'est établi dans le Dauphiné par la suite. Et donc, le père de Pierre Daru, qui s'appelle Noël Daru, est né à Grenoble en 1729, et il y a fait des études de droit. Il est devenu avocat, il est devenu lui-même administrateur, finalement comme son fils. Son fils était donc un peu prédestiné. Il n'a fait que suivre la carrière de son père, et brillamment, on va le voir. Et donc après être passé avoir passé de longues périodes dans le Dauphiné, donc il a fait des études de droit, il s'est installé en 1749 à Montpellier. Pourquoi? Parce qu'il a obtenu un poste dans l'intendance générale de la province du Languedoc. Il faut dire qu'à l'époque où nous étions avant la Révolution, Ancien Régime, il y avait encore des provinces, et donc nous avions la province du Languedoc, qui avait pour sa gestion une intendance. Et donc, Monsieur Daru, père, a travaillé dans cette intendance. Et ça a fait partie vraiment d'une part importante pour la carrière de son fils, puisque finalement, il est arrivé d'abord à Montpellier, ensuite, il est devenu capitoul de Toulouse. Alors, capitoul, qu'est-ce que ça veut dire? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une charge anoblissante, donc il est devenu noble, il s'est fait anoblir par le roi à cette période-là, et il faisait, si vous voulez, c'était comme un élu du conseil municipal de Toulouse, sauf que ça comprenait donc la région d'Ossienne, qui n'était pas encore une région, mais une province, comme je vous l'ai dit.
Donc, il est arrivé à Montpellier, il a eu différentes charges successives. Quand il a été anobli, il a été présenté au roi à Versailles. Et puis, d'ailleurs, ça n'a pas été sans jouer des tours à son fils, puisque ensuite, quelques années après, pendant la Révolution, son fils a été temporairement arrêté, de même que lui, puisqu'on le soupçonnait un petit peu de noblesse pendant la Révolution. Et en plus de ça, il y avait eu un échange de courrier qui était un petit peu hasardeux, et puis monsieur Noël Larue avait participé avec sa charge de noble aux États généraux qui ont précédé la Révolution, donc en 1788-89, et donc ça a joué sur le début de carrière de son fils. Donc son fils, on va y venir maintenant. Donc son fils est né à Montpellier, par la suite, donc il va faire une partie de sa jeunesse à Montpellier, et puis il va partir pour Paris. D'abord, il va passer par la fac de droit, ici, tout près de nous, en bas de la rue de l'université. Il va passer par la fac de droit de Montpellier, et puis il va participer à une société littéraire, une des sociétés littéraires de la ville qu'il y avait à l'époque. Donc il va déjà avoir un petit peu un pied dans cette ville de Montpellier. Il va y rester pendant une vingtaine d'années, un petit peu plus. Il en partira de Montpellier en 1791, donc au tout début de la Révolution. Et donc par le biais de son père, il va mettre le pied dans la carrière administrative. Donc une carrière administrative qui va débuter en tant que commis, très modestement. Donc il va être commis à l'intendant général de la province du Languedoc. Et puis ensuite, il va évoluer, sa carrière va prendre un nouvel élan. Et donc il va partir à Paris, où il va s'installer. Son père s'y était déjà installé, puisque sa carrière lui-même avait évolué. Et puis, un temps, donc, son père va être arrêté sous la Terreur en 1793-94. Et ensuite, il va, par le biais du Directoire et d'une révolution un petit peu moins lyrique, on va dire, il va pouvoir s'enrichir. Il va faire de la spéculation, ce qu'il y avait souvent à l'époque. Le Directoire, c'est la fin, la dernière partie de la Révolution, donc une partie plus calme, si tant est qu'on puisse parler de calme pour cette période. Et c'est une période où on va avoir des avocats au pouvoir, on va avoir beaucoup de spéculation et des gens qui vont s'enrichir. C'est également une période où on va voir, par exemple, des dames comme Joséphine de Beauharnais qui va ressortir avec de belles tenues qu'on ne portait pas à l'époque de la Révolution. Donc, pendant cette période du Directoire, M. Noël Larue va s'enrichir, il va acheter un hôtel particulier qui se trouve rue de Lille. Et on va reparler un petit peu plus tard de cet hôtel particulier. Donc c'est là que Pierre Larue va s'installer et vivre à Paris. Donc sa carrière va vite prendre un essor. Je vais vous la faire en version courte, parce qu'il a occupé des dizaines et des dizaines de postes successifs pendant toute sa carrière. Donc je vais prendre vraiment les plus importants, les plus grandes lignes. Il a évolué à la fois sous l'Ancien Régime, donc sous la monarchie, donc le Royaume de France, avant la Révolution. Il a évolué pendant la Révolution, il a servi pendant le Consulat, il a servi pendant l'Empire. Donc il a eu une carrière assez longue, et une carrière vraiment remarquable, on va le voir. Dans un premier temps, on l'a dit, il a été commis à l'intendance de la province de Languedoc. Il a ensuite été, toujours sous l'Ancien Régime, commissaire provincial des guerres en 1784. Puis va venir la Révolution, il va devenir commissaire ordonnateur près de l'armée de Mayence. Donc Mayence, c'est dans l'actuelle Allemagne, sur la rive gauche du Rhin qui était très importante pour les patriotes à l'époque. Comme vous le savez peut-être, ça a été une des grandes politiques de la France à l'époque de la Révolution, à l'époque de Napoléon et même plus tard au XIXe siècle. Cette rive gauche du Rhin qui a été conquise sous la Révolution, qui comprenait donc une bonne partie, même entièrement la Belgique et puis une partie de l'Allemagne, la Rhénanie, et donc qui faisait partie, qu'on considérait comme étant une des frontières naturelles de la France. Donc, frontières naturelles, vous avez donc les montagnes et les fleuves. Donc là, en l'occurrence, c'était le Rhin. Larue va y être envoyé, il va être donc commissaire ordonnateur près de l'armée de Mayence. Cette armée de Mayence était commandée à l'époque par le général Joubert. Ensuite, il va devenir en 1799 ordonnateur en chef de l'armée d'Helvétie, donc en Suisse, en mars 1799. Donc c'est à l'époque où il y avait la fameuse
bataille de Zurich, ou bataille décisive, où Masséna, général de Napoléon, a arrêté les Russes dans leur avancée. Il a occupé également pendant cette période révolutionnaire et du directoire divers postes administratifs, et je passerai là-dessus. Ensuite est venu le consulat. Napoléon est arrivé au pouvoir, il est devenu premier consul. Daru l'a suivi. Dans un premier temps, il a travaillé au ministère de la Guerre. Il était secrétaire général au ministère de la Guerre. Et c'est là, c'est à cette période-là qu'il a suivi Napoléon en Italie. Il y avait le temps de la deuxième campagne d'Italie, donc qui précédait la campagne militaire de Marengo. À ce moment-là, la carrière de Daru, qui était déjà assez importante, a pris un nouvel élan de nouveau. Et à partir de là, il n'a plus quitté Napoléon. On va passer ici. Voilà. À la diaporama suivante, donc ça illustre ce que je disais par rapport à l'Italie, mais diapo suivante, s'il te plaît. Et également, donc, Daru est allé en Prusse, donc l'actuelle Allemagne. Il a été commissaire général de la Grande Armée donc en 1806, donc c'était la campagne de Prusse, qui a précédé, donc il y a eu donc bien sûr la bataille d'Iéna, les batailles d'Iéna et de Hohenstedt à l'époque. Et puis, à la suite de cette campagne prussienne, il est devenu intendant général des pays conquis, donc en l'occurrence en Allemagne. Et justement, il s'est bâti une réputation qui n'a pas été facile auprès des Allemands, puisque les Allemands, payés par les Anglais, avaient attaqué la France. Napoléon s'était défendu. Nous avons écrasé l'armée prussienne. Et le résultat, ça a été que Napoléon a voulu punir ces États allemands pour ne pas que ça se reproduise. Malheureusement, la guerre est revenue ensuite. Mais le but était là. Et donc, Daru, dans le cadre de son travail, a justement été obligé de faire payer les Allemands, quelque part, de faire payer des contributions de guerre et de s'assurer que tout aille dans le sens que voulait Napoléon et qui était dans le sens de l'intérêt de la France. Par la suite, il y a eu l'Autriche. Donc, Daru a exercé les mêmes fonctions qu'en Allemagne, cette fois-ci à Vienne, capitale de l'Autriche, après la bataille de Wagram. Donc là, on arrive en 1809. Entre-temps, Daru avait aussi une fonction politique. Une fonction politique qui était évidemment en soutien à Napoléon. Il a été membre du tribunat, mais ça c'était dès le consulat. Ensuite, il a été, alors ça c'est pas politique, mais on rentre dans les lettres, mais c'est quand même assez proche. Il a été élu à l'Académie française, il faut le savoir, en 1806, à l'époque de la campagne prussienne. Il a eu son fauteuil à l'Académie française, et puis il a été anobli. Napoléon a voulu une noblesse d'empire. Napoléon a créé deux grandes choses administrativement. Bon, bien sûr, il y avait le code civil, mais il a créé ce qu'il a appelé les masses de granit, c'est-à-dire, par exemple, l'université. C'est toutes les grandes créations de Napoléon gravées dans le marbre. Et donc, en plus de ces masses de granit, il a créé une nouvelle noblesse. Nous avions, avant la Révolution, une noblesse d'Ancien Régime qui était issue de siècles passés. Et la noblesse d'Empire va se distinguer de cette noblesse d'Ancien Régime, puisque Napoléon va y introduire le mérite, qui était issu des idées révolutionnaires. Et donc, c'est pour ça que Daru va pouvoir, comme beaucoup d'autres, faire partie de cette noblesse d'Empire, pour avoir une nouvelle noblesse sur laquelle s'appuyer en France. Donc il va être anobli par Napoléon, il va être comte de l'Empire en 1809, on va l'appeler le comte Daru. Et son épouse, on verra plus tard, s'appellera la comtesse Daru. Et il va également recevoir la Légion d'honneur, dans un premier temps Grand Croix, et puis ensuite Grand Aigle en 1813. Par la suite, il va travailler, on a vu ce qui concernait le consulat à l'Empire. Il a été ministre chargé de l'administration de la guerre en 1813, donc il est arrivé vraiment dans un poste de ministre. Et puis il soutiendra Napoléon jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il
y compris pendant les 100 jours, hein, quand Napoléon va revenir en 1815, Darius sera toujours à ses côtés. Et en 1815, ce sera la fin de sa carrière, puisque sa fidélité à l'empereur ne lui permettait pas de servir sous les Bourbons, et de toute façon, un homme fidèle et un homme patriote, il ne pouvait pas servir sous les Bourbons à la Restauration. À présent, on va changer de diapo. Voilà. Donc, on arrive sur la célèbre citation de Napoléon, donc citation qui est extraite du mémorial de Sainte-Hélène, donc concernant Darius, donc il joint le travail du bœuf au courage du lion. Voilà, donc un homme extrêmement travailleur, mais également courageux. Et c'est justement ce qu'en dit Napoléon, qui a toujours eu des mots excellents pour Darius, il n'a jamais eu à s'en plaindre, et ça a été vraiment une clé de la carrière napoléonienne, si on peut parler ainsi. Donc on va changer de diaporama. Donc je vais évoquer rapidement quelques grandes rencontres avec des personnages célèbres qu'a connu Pierre Darius. Donc il y a eu, vous le voyez ici, Chateaubriand. Donc Chateaubriand, donc, célèbre évidemment, un célèbre écrivain français, que j'aime beaucoup, je vais vous en faire une petite confidence. Chateaubriand qui a beaucoup écrit sur Napoléon. Alors il n'a pas toujours écrit des choses tendres sur Napoléon, mais il a aussi écrit les plus belles choses, à mon sens, sur Napoléon, et il lui a fait aussi de nombreux éloges. Et donc, quelque part, il y avait une rivalité à l'époque, hein, un petit peu, une rivalité classique en France, entre un homme de lettres et un homme de pouvoir. Hein, on a vu ça plein de fois, hein, on a vu ça à l'époque de Louis XIV avec le duc de Saint-Simon, on a vu à l'époque de Louis XV avec Voltaire, j'en passe. Donc, Darius a été amené à rencontrer Chateaubriand alors que celui-ci s'apprêtait à faire un discours, à prononcer un discours pour l'Institut de France, l'Académie française. Et Chateaubriand, qui était déjà reconnu, qui était admiré par Napoléon, qui avait écrit Le génie du christianisme, qui avait écrit Atala, et il allait publier Les Martyrs, une de ses grandes œuvres, donc en 1809. Et en 1811, on lui propose, sous l'insistance de Napoléon, on lui propose de siéger à l'Académie française. Pour ça, il va devoir faire un discours pour inaugurer sa présence et sa distinction. Et comme Chateaubriand, qui avait travaillé pour Napoléon à Rome en 1803, était passé dans l'opposition à l'empereur, eh bien, ça va être un discours délicat. Donc, il va le travailler avec ses amis, il va voir comment arriver finalement à ne pas se dédire, hein, continuer à dire ce qu'il pense concernant Napoléon, et puis en même temps faire une éloge qu'il pense, parce qu'il est sincère en la faisant, par rapport à l'empereur, comme ça se faisait, puisqu'on ne pouvait pas faire un discours à l'Académie française sans faire un éloge du pouvoir en place, ce qui se comprend assez aisément. Donc, c'est dans ce cadre-là que Darius va rencontrer Chateaubriand, et donc Chateaubriand le note dans ses mémoires, il note une lettre très courte, alors qui n'a rien d'extraordinaire, mais je vous la lis pour information. J'ai l'honneur de prévenir M. de Chateaubriand que lorsqu'il aura le temps ou l'occasion de venir à Saint-Cloud, donc, je pourrai lui rendre le discours qu'il a bien voulu me confier. Je saisis cette occasion pour lui renouveler l'assurance de la haute considération avec laquelle j'ai l'honneur de le saluer. Donc, effectivement, pourquoi ce passage? Parce que Darius va lui rendre le discours qui n'avait pas été validé pour l'Académie française. Il était jugé trop en opposition avec la politique de Napoléon. Chateaubriand lui reprochait en particulier le manque de liberté, mais l'époque c'est aussi l'époque à mon sens qui voulait ça, et c'est assez compliqué, si vous voulez, mais Chateaubriand lui reprochait ça, et donc c'est à ce moment-là qu'il a pu rencontrer Darius. Ensuite, il y a eu Goethe, vous le voyez, donc célèbre homme de lettres, célèbre écrivain et poète allemand. Alors Goethe, il y a eu une rencontre célèbre avec Napoléon, et ça va être lors de cette rencontre célèbre avec Napoléon qu'il a rencontré Darius. Alors, j'ai noté quelques petites choses pour vous l'apprendre. Donc, lors de cette rencontre, Goethe
c'est tiré de son œuvre Mélange. Goethe va avoir quelques mots par rapport à cette rencontre avec Napoléon et avec Darwin. Je cite donc Goethe. Le 2 octobre 1808, donc nous étions au moment d'Erfurt, l'entrevue d'Erfurt en Prusse, c'était quelque part à l'apogée de l'Empire. À l'époque, la France était vraiment au sommet de sa gloire. Donc, à Erfurt, au palais, le maréchal Lannes et le ministre Marais ont, je pense, parlé de moi favorablement. Je suis appelé dans le cabinet d'empereur. Dans ce moment, Darru se fait annoncer. Il est introduit aussitôt. L'empereur est assis à une grande table ronde. Il déjeune. À sa droite, à quelques distances de la table, est Talleyrand. Talleyrand, je passe sur ce personnage. À sa gauche, Darru, avec qui il parle de contribution, les fameuses contributions dont je vous parlais tout à l'heure, pour faire payer le peuple allemand par rapport à la guerre qui avait été provoquée par l'Allemagne. Darru prend la parole pour flatter un peu les Allemands, auxquels il était obligé de faire tant de mal. Il avait pris quelques connaissances de notre littérature. Il était d'ailleurs versé dans la littérature latine et avait même traduit Horace. Il parla de moi, à peu près comme mes amis de Berlin en auraient parlé. Il ajouta que j'avais traduit des pièces françaises et par exemple le Mahomet de Voltaire. L'empereur me dit, ce n'est pas un bon ouvrage. Napoléon détestait Voltaire. Je le dis pour l'anecdote. Il porta ensuite la conversation sur Werther, qu'il devait avoir étudié à fond. Après plusieurs observations tout à fait justes, il me signala à un certain endroit et me dit, alors ça c'est l'empereur qui parle, pourquoi avez-vous fait cela? Ce n'est pas naturel. Et il développa sa thèse longuement et avec une parfaite justesse. Le 14, et là c'est Goethe qui reprend la parole, je reçois la croix de la Légion d'honneur. Donc ça c'est une rencontre célèbre, et les paroles célèbres de Goethe qui sont restées de cette rencontre, où effectivement il a pu voir Darru, finalement tous les grands personnages de l'époque pouvaient voir Darru au même moment où ils voyaient Napoléon, puisque Darru était très souvent à ses côtés. Donc c'est pour ça que je voulais illustrer ça. On va passer, Gérard, s'il te plaît, à la diapo suivante. Donc on en arrive à Stendhal. Alors on en arrive à un passage très très important dans cette conférence, je voulais absolument vous en parler. Donc Stendhal, célèbre écrivain français, est le cousin de Pierre Darru. Stendhal qui est un petit peu plus jeune que Darru, qui est né à Grenoble, donc on retrouve là les origines dauphinoises de la famille Darru. Darru a eu un rôle très important dans sa carrière, dans sa vie, et justement il en parle dans une de ses œuvres principales qui est Vie de Henri Brulard, en fait sa biographie. Donc dans cette biographie, il va parler de Darru. Donc je vais prendre quelques courts extraits. Donc il dit par exemple, Darru a été mon bienfaiteur. Il dit également, mes cousins Martial et Darru, le comte, entre parenthèses, donc Pierre Darru, avaient fait la guerre de la Vendée. Je n'ai jamais vu de gens plus purs de tout sentiment patriotique. Donc vous voyez qu'il en disait du bien. Et puis, Stendhal disait également, au sujet de Darru, une chose qui est assez intéressante et qui ne manque pas d'être remarquée. Je vais retrouver mes notes. Ah, elles sont là, voilà. Donc il dit, il compare Darru à un bœuf furibond. Alors on retrouve le bœuf de Napoléon, vous voyez. On retrouve le côté travailleur et acharné au travail qu'avait remarqué Napoléon. Donc le bœuf furibond, c'est le surnom de Darru par Stendhal, par son cousin. Et il disait, tout le monde à la guerre, donc pas à la guerre sur un champ de bataille, mais au ministère de la guerre, tout le monde à la guerre frémissait en abordant le bureau de M. Darru. Pour moi, j'avais peur rien qu'en regardant la porte. Donc ça vous montre un petit peu le caractère de Darru. C'est un homme extrêmement efficace en tant qu'administrateur, mais évidemment il se faisait respecter, il se faisait craindre par ceux qui franchissaient la porte de son bureau, et c'était le cas de son propre cousin Stendhal. Donc on va voir, Stendhal, avant de devenir écrivain, il va avoir une première carrière. Il va quitter Grenoble, où il avait commencé à faire ses études, et puis il va arriver à Paris. Il va être logé
à l'hôtel particulier de la famille Daru, dont je vous parlais tout à l'heure, donc rue de Lille à Paris, hôtel qui avait appartenu à Condorcet par le passé, pour l'anecdote. Et dans cet hôtel Daru, il va mieux connaître d'abord sa famille, donc Noël Daru, le père de Pierre Daru, Martial Daru, le frère, et évidemment notre protagoniste du jour, Pierre Daru. Pierre Daru était déjà administrateur, on l'a vu, et Pierre Daru allait partir pour l'Italie. Il allait devenir commissaire à la guerre. Et, eh bien, Stendhal va le suivre. Stendhal était à l'époque un jeune garçon timide, il en parle beaucoup dans son œuvre, et il va le suivre, il ne savait pas trop quoi faire de sa vie. Alors il va le suivre en Italie. Pierre Daru va lui trouver une place. Et donc il va le suivre en Italie, puis ça va être le grand démarrage de la vie de Stendhal, puisqu'on voit cette arrivée en Italie pratiquement dans toute son œuvre. Alors on la voit dans la Chartreuse de Parme, on la voit dans sa biographie, dans la vie d'Henri Bollard, on la voit dans tous ses livres, comme Chronique italienne par exemple. Et ça va avoir vraiment un impact très fort. C'est-à-dire que grâce à Daru, qui l'a fait venir en Italie, eh bien Stendhal a découvert l'Italie, il a découvert la Grande Armée, il a découvert le monde de Napoléon, et il va être passionné par la musique italienne, par la littérature italienne, et ça va être un grand départ pour sa vie d'écrivain. Ça va vraiment avoir une place très importante. Alors pourquoi je vous parle de Stendhal à la fois? Parce que c'est le cousin de Pierre Daru, mais également pour une chose très, très simple et très importante, c'est que Stendhal fait vraiment partie, à mon sens, des écrivains qui ont le plus compté à l'époque et qui ont dit le plus de belles choses sur Napoléon. Il va, dans ses œuvres, conter l'histoire de Napoléon, conter l'histoire de la France à cette époque, de façon admirable. Et je vous ai pris deux très courts extraits, très connus, quand même peut-être la plus connue avec le rouge et le noir de Stendhal. Donc dans cette œuvre, il est question de Napoléon, il est question d'Italie. Et donc ça commence chapitre premier, vous êtes au tout début de la Chartreuse de Parme. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous invite 15 000 fois à le lire. Donc le 15 mai 1796, nous sommes à l'époque du Directoire, le général Bonaparte fit son entrée dans Milan à la tête de cette jeune armée qui venait de placer le pont de Lodi, la célèbre bataille du pont de Lodi, et d'apprendre au monde qu'après tant de siècles, César et Alexandre avaient un successeur. Ça, c'est la phrase inaugurale de la Chartreuse de Parme. Si je ne vous ai pas donné envie avec cette phrase de lire la Chartreuse de Parme, je serai assez déçu. Toujours dans le chapitre premier, un petit peu plus loin, il avait 8 ans et Fabrice II, donc là, Stendhal parle des personnages du livre, lorsque tout à coup, ce général Bonaparte, que tous les gens bien nés croyaient pendu depuis longtemps, descendit du mont Saint-Bernard, entre la Suisse et l'Italie. Il entra dans Milan. Ce moment est encore unique dans l'histoire. Figurez-vous tout un peuple amoureux fou. Je pense que ça se passe de commentaires. La suite et les pages qui suivent se passent également de commentaires. Stendhal décrit la vie en Italie à l'époque de Napoléon. Et c'est absolument magnifique et passionnant de voir ça, parce qu'on a très peu de témoignages aussi bien écrits sur l'époque. Et donc ça vaut le coup de lire Stendhal, rien que pour ça. J'ai envie de vous dire, c'est un écrivain qui est très important et qui a une œuvre très, très riche, mais rien qu'à ce niveau-là, ça vaut le coup de le lire. Je vous invite donc à le lire. Stendhal va également côtoyer l'épouse de Pierre Daru, donc la comtesse Daru, Alexandrine Daru. On va passer, on l'a à la diapo suivante. Voilà, donc sur la gauche, vous avez le portrait d'Alexandrine Daru, de la comtesse Daru, qui a été réalisé par David. Donc David, qui est un peintre très célèbre de l'époque, hein, c'est lui qui a peint le Sacre de Napoléon en 1804. Et donc ce portrait par David va être critiqué par Stendhal. Stendhal qui était très amoureux de la comtesse Daru, hein, pourtant c'était l'épouse de son cousin, mais vous voyez, la vie est compliquée. Et donc il va critiquer ce tableau. Il dit « Je viens de voir peindre David. C'est un recueil de petitesses. Ces gens-là épuisent leurs âmes pour les petitesses. Il n'est pas étonnant qu'il ne leur en reste rien pour ce qui est grand. » Donc c'est ce qu'il dit Stendhal dans son journal, un journal que je vous invite également à lire, où il retrace plus de 20 ans de sa vie, qui a vraiment évolué dans l'époque de façon assez passionnante.
Et donc, en fait, ce portrait avait été donc réalisé par David pour remercier Pierre Daru, pour le remercier de sa médiation dans le conflit qui opposait donc David à Vivant Denon. Alors, Vivant Denon, c'est lui qui dirigeait à l'époque le musée du Louvre, qui avait fait partie de l'expédition d'Égypte de Bonaparte, et qui était un homme assez important et vraiment un proche de l'empereur à l'époque. Et donc, il y avait un conflit donc, entre ce Vivant Denon et David par rapport au paiement des tableaux du sacre de Napoléon, dont je vous ai parlé, le célèbre tableau de David, et autre tableau célèbre de David, la distribution des aigles. Donc ça, c'est pour les remises de la Légion d'honneur, c'est un autre tableau célèbre de David, où Napoléon remet ses premières Légions d'honneur. Voilà. Donc c'est comme ça que David a pu côtoyer Stendhal. Voilà. Donc à la fin de sa carrière, je vais en revenir donc à ce qui nous concerne plus particulièrement avec Pierre Daru. La fin de sa carrière va être plus calme. Pierre Daru, il va terminer sa carrière administrative en 1815. 1815, il y a la chute de l'Empire, la chute de Napoléon, et puis il y a ensuite la Restauration. Avec les Bourbons, la monarchie va revenir pendant une quinzaine d'années. Et il va y avoir des ordonnances qui vont ordonner un exil de toutes les principales personnalités, que ce soit militaires, administratives, qui auront été proches de l'empereur. Daru va y échapper. Daru va échapper à ces ordonnances restrictives. Il n'aura donc pas à s'exiler, il pourra rester en France. Et puis, donc, il va mener une carrière d'écrivain à présent. Et il va notamment publier en 1819, donc à l'époque de la Restauration, Histoire de la République de Venise. Donc, il va parler de la fondation de la République de Venise, de son évolution politique, diplomatique. Donc, vous voyez que c'était un homme qui était très lettré et qui, au-delà de sa carrière administrative et de son efficacité pour travailler au contact de l'empereur, avait aussi de l'esprit, des connaissances, et finalement il reflète son époque. Vous voyez, il reflète son époque, puisqu'à l'époque, nous avions des élites qui étaient lettrées, qui lisaient dès leur jeunesse, qui étudiaient. Je sais qu'aujourd'hui ça peut paraître assez étonnant, hein, mais à l'époque on étudiait. Donc il a beaucoup lu, il a beaucoup écrit par la suite lui-même, et finalement il reflète également Napoléon. Napoléon qui lui-même a beaucoup lu pendant sa jeunesse, a beaucoup lu toute sa vie. Et Daru vraiment représente la fine fleur de l'administration française, l'administration certes tatillonne, hein, on connaît tous le nombre de papiers qu'il faut pour en arriver à quoi que ce soit dans l'administration française, mais une administration qui a été excellente, en tout cas pendant très longtemps, et qui a été copiée dans le monde entier, dans un premier temps dans l'Europe entière, et finalement Daru va être un symbole de cette époque-là, un symbole de l'excellence française en matière administrative et en matière également d'esprit. Voilà. Il va représenter une élite cultivée et en tout point remarquable. Donc écoutez, il ne reste qu'à vous saluer, à vous remercier. Et si vous avez des questions, je vous peux y répondre. Oui. Juste une petite question pour oui. Les liens de parenté dans la famille Le Pic. L'année dernière, il y avait une exposition à Saint-Germain-en-Laye d'un peintre Le Pic. Ça va être mon collègue Julien. Lui pourra répondre. Le fameux mégarocéros, donc c'est un énorme cerf avec des grands bras. Donc c'est Ludovic Napoléon Le Pic, je crois que ça s'appelle. Oui, c'est quel son lien de parenté avec avec lui, Le Pic? Oui, c'est son descendant, non, c'est son neveu. Son arrière-petit-neveu. D'autres questions concernant Le Pic? Daru. Voilà. Autre question sur les personnages? Justement, sur la descendance de Daru. Oui. Y a-t-il toujours une descendance? Oui, alors je suis passé très vite parce que je ne veux pas faire trop long, j'avais prévu d'en parler. Donc Daru, effectivement, c'est intéressant, il a eu une descendance qui a compté dans l'administration française.
et même en politique française. L'un de ses fils, Paul-Henri Daru, a été député, a été membre du Sénat également, et tout ça à l'époque de Napoléon III, donc à l'époque du Second Empire, hein, donc, quand les Bonaparte sont revenus au pouvoir. Un des fils de Pierre Daru a eu une carrière intéressante. Et finalement, il a suivi la carrière administrative qu'il avait dans sa famille, hein, à la fois par Noël Daru, ensuite par Pierre Daru, et puis il a pris finalement la succession. Et il a eu une très belle carrière administrative. On avait une photo, on avait un portrait. Gérald, si jamais tu pouvais remettre, on est passé assez vite. Je vais arriver des couches. Ah, bon. On avait un portrait, je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Une personne plus âgée à côté de la madame. Également, à côté de la comtesse Daru. Donc c'était le portrait de Paul-Henri Daru, qui est, on va dire, le fils qui a eu la plus grande carrière administrative. Il y a eu un autre fils aussi qui a eu une carrière administrative. Mais Paul-Henri est celui qu'on retient le plus. Et c'est pourquoi il y a eu un portrait qui a été réalisé de lui. Bien, au nom de souvenirs napoléoniens, Landoc Sévère, et du cercle napoléonien de Montpellier, je me dois de remercier toutes celles et ceux qui ont permis la réalisation de cette manifestation. Merci d'abord à l'équipe d'organisation montpelliéraine avec Bertrand Lénard, Jean-Noël Coron qui est malade actuellement, Thierry Dionisi, Yannick Couzeau, Martine Mongin, renforcé par Marie et Bernard Badivia, et merci bien sûr à nos deux conférenciers, Julien Belmont et Pierre Agiotti. Nous pouvons maintenant tous les applaudir.